je suis coordinateur des opérations dans un cimetière. Ou, plus simplement, gestionnaire de cimetière. Une partie de mon travail consiste à rencontrer les familles endeuillées pour organiser les funérailles, faciliter l'achat de concessions, etc. Un jour, un homme d'une 30aine d'années, Antonio, un esprit profondément spirituel, est venu me voir pour acquérir une parcelle pour son père malade, alors en soins palliatifs. Antonio, d'origine hispanique et doté d'un accent prononcé, dégageait une aura de bienveillance. Son regard trahissait un homme attentif et aimant. Il m'a montré des photos de son père, qui semblait être un homme tout aussi doux, bien trop jeune pour être arraché à sa famille. Cette semaine-là fut marquée par un événement douloureux. Le père d'Antonio s'éteignit. Antonio organisa les obsèques au cimetière. Une cérémonie qui se déroula sous un ciel tumultueux. Le jour des funérailles, une tempête faisait rage, un présage que certains interprétaient comme un signe de bonne fortune. Le cortège funèbre fit une brève halte devant le bâtiment administratif. Je sortis alors, m'abritant sous l'auvent, et aperçus Antonio dans la voiture suivant le corbillard. Un bref échange de signes de la main, un geste silencieux pour marquer notre compassion. Le temps, capricieux. Ce jour-là m'avait contraint à me réfugier à l'intérieur, en attendant que le cortège funèbre ne soit prêt à se diriger vers le lieu d'inhumation. Je pris place à bord d'un des pick-up du cimetière et suivis lentement le cortège jusqu'à sa destination finale. Là, je me tenais, parapluie à la main, veillant au bon déroulement des opérations. Une partie essentielle de mon travail consiste à garantir que les cérémonies funéraires se déroulent sans accroc. Une fois l'enterrement terminé, je fis quelques tours du cimetière à bord du pick-up, inspectant les lieux comme je le faisais au moins 2 fois par jour. Une montagne de paperasse m'attendait. Et comme si cela ne suffisait pas, je devais également fermer le cimetière ce soir-là. Un peu plus tard, je regagnai mon bureau et m'attelai à cette tâche. Le cimetière allait fermer ses portes à 17h30. Alors, dès que les premières ombres ont commencé à s'allonger, j'ai fait un dernier tour d'inspection pour m'assurer que tous les visiteurs étaient partis. Ensuite, je me suis dirigée vers le portail principal pour le fermer. C'était un début mars étonnamment doux. Les jours étaient encore courts et d'habitude, à l'heure de la fermeture, la nuit tombait déjà. Mais aujourd'hui, avec cette tempête, on avait l'impression qu'il faisait nuit noire. Alors que je retournais à mon bureau, j'ai cru apercevoir quelqu'un qui se dépêchait entre les tombes, avant de disparaître derrière une haie. J'ai klaxonné pour signaler que le cimetière était fermé. Mais curieusement, je ne l'ai plus revu. Parapluie à la main, je me suis précipitée sous la pluie battante dans cette direction. Dépassant la haie où il avait tourné, j'ai scruté cette longue allée bordée d'un côté de pierres tombales et de l'autre de haies touffues. Personne. J'ai fouillé les environs pendant une 20aine de minutes, les vêtements trempés, mais j'ai dû me résigner à abandonner. De retour au bureau, j'ai épluché les images de vidéosurveillance. Malgré la tempête qui redoublait et l'obscurité totale qui régnait à l'extérieur, les écrans restaient désespérément muets, ne signalant aucun mouvement inhabituel. Tentant de jongler entre ma surveillance et la paperasse qui s'amoncelait, je gardais un œil sur les images. Soudain, un fracas retentit. La porte du parloir claqua avec violence. Jaillissant de mon siège, je lançai un « Allô ?»
sonore. Instantanément, la même pensée me traversa l'esprit. Était-ce la personne aperçue plus tôt? Peut-être s'était-elle retrouvée enfermée dans le cimetière et cherchait-elle simplement de l'aide pour en sortir. Je me suis aventurée dans le hall, mais il était désert. Un silence pesant répondait à mon appel. « Bonjour » ai-je lancé, une fois de plus, l'écho étant ma seule réponse. Peut-être que le claquement de la porte avait marqué leur départ précipité. L'idée me traversa l'esprit. Alors, j'ai entrepris d'inspecter chaque fenêtre, jusqu'à ce que mon regard se fige sur l'une d'elles. De l'autre côté, une silhouette se tenait immobile, un visage sans expression fixé sur moi. Un frisson me parcourut l'échine. Prise de panique, j'ai bondi en arrière, un cri étranglé franchissant mes lèvres. Ils n'ont pas bronché. Un pas timide, un regard scrutateur. Plissant les yeux, j'ai fini par reconnaître ce vieil homme d'origine hispanique. Son visage, une réminiscence frappante des photos du père d'Antonio qu'il m'avait montré. Le cœur battant la chamade, la gorge nouée, je me suis précipitée hors du bâtiment, contournant l'angle dans l'espoir de le retrouver. Disparu. Pas de course effrénée à travers les champs. Pas de silhouette dissimulée derrière un buisson. Évaporé. Debout sous une pluie battante, Jérémie scruta les alentours. Frissonnant, il se précipita à l'intérieur, empaqueta ses affaires, ferma la porte à clé et rejoignit sa voiture. Un dernier coup d'œil, il cadenassa le portail et prit le chemin du retour. Sa femme remarqua son silence, une ombre planant sur son visage. À sa question, il répondit simplement « Longue journée au travail ». Aujourd'hui encore, Jérémie pense que le surmenage et un esprit fatigué lui jouèrent des tours. Pourtant, le souvenir persiste, une angoisse tenace qui refuse de s'estomper. En plein cœur d'octobre, quand le vent mordait et le froid s'insinuait partout, l'ennui nous tenait à la gorge. Je vis dans une bourgade un peu plus grande qu'un village, un lieu marqué par la pauvreté et figé dans le temps. Avec ses bâtisses datant du début du XVIIIe siècle. Une nuit, l'idée saugrenue nous prit, à un ami et à moi, d'aller traîner à 3 heures du matin. Bien sûr, je savais pertinemment qu'errer dans les rues désertes d'une ville misérable à une heure si tardive n'était pas des plus judicieux. Mais l'envie de braver l'interdit et de pimenter notre quotidien était trop forte. Lassé des virées en voiture où la musique hurlait à plein volume, une idée nous a traversé l'esprit. Métallos dans l'âme, musiciens dans notre propre groupe, nous avons imaginé une exploration plus sombre, une promenade nocturne dans le cimetière de la ville. Niché derrière la vieille place, ce lieu de repos s'étendait sur un vaste terrain divisé en 2 par une autoroute, 20 acres de chaque côté, un véritable labyrinthe de pierres et de silence. Sa taille impressionnante promettait une aventure hors du commun. Nous avons opté pour une exploration de la section la plus ancienne du cimetière. Celle-ci, isolée du reste par une clôture en fer forgé et un portail antique, semblait nous inviter à remonter le temps. Nous avons déambulé parmi les tombes, nous efforçant de déchiffrer les inscriptions à demi effacées par la mousse, capturant des clichés, peut-être avec un brin d'irrespect, je l'admets, mais ces sépultures dataient d'au moins 1 siècle. Et il y avait fort à parier que plus personne ne serait offusqué de notre présence, et que les défunts eux-mêmes ne s'en formaliseraient pas. Après 1 heure passée à explorer ce lieu chargé d'histoire, nous nous sommes installés au pied d'un immense noyer pécan, trônant au cœur de ce cimetière oublié. Un rire cristallin, celui d'une enfant,
perça le silence de la nuit. Il semblait si proche, presque à nos côtés. Dans un premier temps, une explication rationnelle s'imposa. Un jouet oublié sur la tombe d'un enfant, peut-être. L'idée d'un mécanisme activé par le mouvement me traversa l'esprit. La peur n'est pas une émotion qui nous étreint facilement. Un sourire amusé se dessina sur nos visages. L'étrangeté de la situation ne fit que renforcer notre bonne humeur, et nous continuâmes notre conversation, savourant l'atmosphère particulière qui nous enveloppait. Alors, comme dans toutes les histoires de ce genre, j'eus la sensation désagréable d'être observée. Une fois de plus, je me dis que je me laissais emporter par mon imagination. C'est alors que mon ami, l'air inquiet, me confia qu'il lui semblait distinguer une silhouette dans l'ombre d'un petit bois, juste à côté du cimetière où nous nous trouvions. À cet instant, nous étions tous deux un peu effrayés et décidâmes de nous lever et de partir. Et là, ce bruit, le même bruit étrange, se fit entendre à nouveau, accompagné du crissement des feuilles sous les pas de quelqu'un. Nous avons pris la poudre d'escampette. Dévalant la colline, nous nous sommes engouffrés dans la partie ancienne du cimetière, là où ma voiture était garée. Je n'avais jamais couru aussi vite de toute ma vie. Il semblait que ce rire sinistre nous poursuivait, collé à nos talons. L'instinct de survie a pris le dessus, nous poussant à une vitesse folle, sans la moindre hésitation. Les bruits derrière nous cessèrent net lorsque nous atteignîmes ma voiture. Je démarrai, passai la première, et m'élançai sur la route sans même jeter un coup d'œil. Par chance, personne ne nous percuta. Nous roulâmes jusqu'à la seule station-service ouverte à une heure aussi tardive afin d'inspecter le coffre. Nous avions tous deux exprimé nos craintes que quelque chose de terrible ne s'y soit produit. Nous arrivons sur les lieux et, immédiatement, constatons que la porte arrière est ouverte. Une certitude m'envahit. Ni l'un ni l'autre ne l'avions ouverte. Il n'y avait aucune raison de le faire. J'inspecte rapidement les sièges arrière, m'assure qu'il n'y a rien, remonte précipitamment dans la voiture et démarre en trombe. Encore aujourd'hui, cette nuit demeure une énigme. À l'âge de 19 ans, un ami, Sean, un grand farceur, est venu passer l'après-midi dans mon sous-sol, comme il le faisait souvent pendant l'été. Je me souviens qu'il tenait une bouteille de Coca-Cola à la main et que je mangeais un Wendy's quand il a soudainement suggéré d'aller explorer ce petit cimetière lugubre à l'autre bout de la ville. Une idée des plus étranges, je lui ai même fait remarquer. Peut-être avons-nous réagi de manière excessive, ou peut-être pas. Tout ce que je sais, c'est que chaque fois que je raconte cette histoire, je ressens encore cette étrange sensation d'avoir quelque chose derrière moi. Le lendemain, l'école était fermée et je savais exactement de quel cimetière il parlait. Un lieu étrange, à peine 100 tombes perdues sur une parcelle oubliée. Les pierres tombales, d'une époque lointaine, semblaient n'avoir reçu aucune visite depuis des lustres. Le site, probablement vieux de plusieurs siècles, dégageait une atmosphère inquiétante. Une clôture gothique en métal l'enfermait, tandis que des bois sombres l'enserraient sur deux côtés. La route bordait un autre côté, et un bâtiment abandonné se dressait sur le dernier. Tout, dans cet endroit, inspirait la crainte. Après quelques hésitations, Sean parvint à me convaincre de l'accompagner. Ironie du sort, le ciel était lourd, baigné d'une humidité presque palpable, comme si la météo elle-même participait à l'atmosphère particulière du lieu. Sean gara sa Honda sur le bas-côté.
Instinctivement, je lui demandai de s'éloigner davantage de la route afin de ne pas attirer l'attention. Nous étions sur un chemin peu fréquenté et une présence trop visible aurait pu éveiller les soupçons. Il stoppa sa voiture à quelques centaines de pieds plus loin sur la route. Nous sortîmes et nous enfonçâmes dans les bois, désireux d'éviter d'être vus par d'éventuels passants alors que nous pénétrions dans le petit cimetière. Franchir la clôture à travers les arbres fut un jeu d'enfant. Elle ne dépassait guère 1 mètre de hauteur. Sean prit naturellement la tête, étant l'instigateur de cette étrange expédition. Il nous guida à travers ce lieu lugubre et nous nous attardâmes à contempler les pierres tombales archaïques. Il semblait tout droit sorti du XIXe siècle. L'écriture sur certains était devenue illisible avec le temps. Je sais, cela paraît cliché, mais je ne pouvais m'empêcher d'avoir l'étrange sensation d'être constamment observé. Alors, j'ai commencé à scruter les bois environnants. J'ai confié à Sean à quel point l'atmosphère était pesante et inquiétante. Il acquiesça simplement. Un bref « je sais ». Malgré tout, une étrange sensation d'être observé m'envahit. Instinctivement, mes yeux se posèrent sur le bâtiment désaffecté qui jouxtait le cimetière. Mon regard fut attiré par une des fenêtres. Un bref instant, malgré le brouillard tenace et la crasse qui maculait le verre, j'eus l'impression de distinguer une silhouette immobile derrière la vitre. Presque aussitôt, elle se baissa ou s'éloigna nonchalamment. Je fis part de mes doutes à Sean, lui assurant que quelqu'un nous épiant depuis cet endroit. Il se tourna à son tour vers la bâtisse délabrée, puis, sans un mot, il entreprit de chercher l'entrée. Je lui ai dit de ne pas y aller. Je lui ai soufflé qu'il valait mieux partir avant d'attirer des ennuis. Immobile près de la pierre tombale qu'il contemplait, je l'ai vu faire le tour du bâtiment, chercher un point faible, une brèche. Et il en a trouvé une. Il m'a fait signe de le rejoindre, mais je suis restée clouée sur place, une appréhension sourde me nouant les entrailles. Soudain, un craquement sonore a déchiré le silence. Un bruit sec, menaçant, qui a amplifié mon malaise. Un frisson me parcourut l'échine lorsque mon regard se posa sur lui. Un homme d'un certain âge, peut-être la cinquantaine bien sonnée, se tenait là. Ses cheveux, poivre et sel contrastaient avec l'imperméable noir qu'il portait. Je crois me souvenir qu'il était vêtu d'un jean, et une moustache grisonnante ornait sa lèvre supérieure. Mais ce fut lorsqu'il ouvrit la bouche que la scène prit une tournure surréelle. Un cri, non pas un simple cri, mais un hurlement déchirant, s'échappa de sa gorge. Un ordre impératif, guttural, « Sortez !» La puissance de ce cri était telle que j'eus l'impression fugitive de voir des oiseaux s'envoler. Pris de panique par cette déflagration sonore, le son résonnait dans mes oreilles, gravant à jamais cette image dans ma mémoire. Brusquement, une sensation d'étourdissement m'envahit et l'obscurité se fit. Le souvenir suivant fut celui d'un réveil brutal, traîné dans les bois. La panique me saisit, l'idée d'un enlèvement me glaçant le sang. Mais en me retournant et en me relevant péniblement, je reconnus Sean. Sean était visiblement pris de panique, agité par quelque chose d'inconnu. Il m'ordonna de le suivre, de retourner en courant vers la voiture. Sans poser de questions, je m'exécutai. Alors que nous dévalions la forêt, un bruit se fit entendre juste derrière moi. Me retournant, je compris que nous étions suivis. L'adrénaline me submergea et je redoublai d'efforts, mes pieds frappant le sol avec une vigueur nouvelle. Il démarra sa Honda
avec une précipitation telle qu'il engagea la vitesse avant même que le moteur n'ait complètement rugi. Dans l'édifice abandonné, Sean découvrit un étrange symbole peint à même le plancher de bois. Un sceau nébuleux à l'effigie de Satan lui-même. Autour, une collection de poupées difformes, aux yeux remplacés par des boutons, ajoutait à l'atmosphère lugubre. Son exploration fut brutalement interrompue par un cri d'agonie, celui du vieil homme à l'extérieur. Accourant à son secours, il le trouva gisant inconscient, tandis que le vieillard s'approchait, lentement, inexorablement. Il m'attrapa, me tirant sans ménagement loin du vieil homme, vers la forêt sombre. Littéralement, il me souleva et me jeta par-dessus la clôture, sans ménagement, pour m'éloigner du danger. La conscience me revint en un éclair. Et alors, sans un mot, nous prîmes nos jambes à notre cou. Je n'avais perdu connaissance qu'une seule fois dans ma vie, mais je savais, au plus profond de moi, que ce moment précis en était la seconde. Je ne saurais dire pourquoi j'ai perdu connaissance, mais le fait que cela se soit produit dans un cimetière, avec une sorte de bâtisse dédiée à des rituels sataniques juste à côté, rend la chose d'autant plus étrange. Mon grand-père nous a quittés il y a de cela quelques années. J'ai toujours été très proche de lui. Il était plus qu'un grand-père. En juillet dernier, le jour de son anniversaire, j'ai tenu à lui rendre visite au cimetière. Ce lieu de repos éternel, qu'il avait choisi avec ma grand-mère, se trouvait à environ 1 heure de route de mon appartement, un trajet que j'étais prêt à faire pour lui rendre hommage. Ma famille, résidant à proximité, s'est rendue ensemble sur sa tombe. Quant à moi, j'ai dû faire le voyage séparément. C'était un jour pluvieux et mélancolique, et il n'y a rien de plus triste que de se recueillir dans un cimetière sous un ciel gris. À l'entrée, le gardien m'a demandé le numéro de la concession. Je le lui ai indiqué, et il m'a ouvert le passage. Le vaste cimetière m'était presque inconnu, ne l'ayant arpenté que 2 fois auparavant. Cette fois, cependant, j'étais seule aux commandes, et retrouver le chemin s'avéra plus ardu que prévu. Le silence était palpable, brisé seulement par le murmure du vent. Je ne croisais âme qui vive, probablement à cause du temps maussade qui enveloppait les lieux d'un voile mélancolique. Finalement, après une recherche minutieuse, je repérai la pierre tombale que je cherchais. Soulagé, je garai ma voiture sur l'herbe tendre, juste à côté. Je déposai quelques fleurs au pied de sa pierre tombale et restai là un moment, les yeux clos, en prière. Lorsque ma prière prit fin, j'ouvris les yeux et levai le regard. Un vieil homme se tenait debout, à environ 5 rangées de tombes plus loin, mais directement en face de moi. Et ses yeux étaient fixés sur les miens. Je connaissais cet homme. C'était mon grand-père. Non, ce n'était pas possible. Je frottais mes yeux, mais il avait disparu. Avais-je vécu un instant spirituel? Ou mes sens me jouaient-ils un tour? Quoi qu'il en soit, un frisson me parcourut l'échine et ma peau se hérissa. J'étais, pour être tout à fait honnête, absolument terrifiée. Après un dernier « Je t'aime, grand-père », j'ai repris le volant et me suis éloignée. Le trajet du retour fut pénible, comme si un étau me serrait le crâne. Je ne savais pas pourquoi. La route de Prospect, d'ordinaire si paisible et bordée d'une forêt dense, était déserte. J'étais seule, absolument seule, sur cette longue et sinueuse route. Alors que ma voiture filait sur la route, un spectacle insolite attira mon attention. Sur le bas-côté, une silhouette se dessinait, détonnant dans ce paysage dépourvu de trottoirs ou de sentiers pédestres. Ralentissant,
L'incrédulité me saisit. Impossible. Et pourtant, les traits se précisaient. C'était lui, mon grand-père, là, comme surgi d'un souvenir lointain, à l'endroit même où les cerfs avaient coutume de traverser. Le choc fut brutal. En réalisant ce qui venait de se passer, mon cœur fit un plongeon vertigineux, comme s'il avait chuté de 300 mètres. Sous l'effet de la panique, mon pied quitta accidentellement l'accélérateur. Dans un réflexe désespéré, je tentais de reprendre le contrôle du véhicule et de freiner. Par miracle, la voiture évita les arbres qui bordèrent la route. Elle dérapa sauvagement, avant de finalement s'immobiliser en plein milieu de la chaussée. Le souffle court, je jetai un coup d'œil en arrière, à l'endroit précis où je l'avais aperçu. Un cerf se tenait immobile au bord de la route, fixant mon véhicule de ses grands yeux sombres. Mon cœur battait la chamade, menaçant de s'extraire de ma poitrine. L'angoisse m'étreignait, un malaise profond me tenaillait, et l'impératif de rentrer chez moi se faisait sentir avec une force irrésistible. Après m'être assuré qu'aucun véhicule n'approchait, j'ai regagné ma voie, le cœur battant la chamade. Malgré le trouble qui m'envahissait suite à cette vision qui s'était répétée à 2 reprises, je me suis efforcée de me concentrer sur la route, chaque kilomètre me rapprochant de mon refuge. Un sentiment étrange, mélange de stupeur et d'appréhension, m'a accompagné tout le reste de la journée, gravant cette expérience dans ma mémoire. Non pas malade, mais quelque chose clochait dans ma tête. Après un épisode de ma série préférée, je me suis glissée sous les draps, espérant une nuit paisible. Vers 2 heures du matin, la sonnerie stridente de mon téléphone m'a brutalement arraché au sommeil. Un numéro inconnu s'affichait sur l'écran. Une vague d'appréhension m'a envahi. Mon cœur s'est emballé dans ma poitrine. Qui pouvait bien m'appeler à une heure pareille? À cette heure tardive, un appel ne pouvait présager rien de bon. J'acceptai l'appel, l'appréhension me nouant la gorge, et collai le téléphone à mon oreille. Un crépitement sinistre grésillait à l'autre bout du fil. Le silence pesait, lourd de menaces invisibles. Finalement, brisant le silence angoissant, je lançai, la voix tremblante. « Allô ?» Mais seule une réponse de parasite vint emplir le vide, augmentant mon malaise d'un cran. L'attente se prolongeait, insoutenable. Un frisson me parcourut l'échine. À travers les crépitements parasites, une voix que je crus reconnaître. Fugitive, évanescente, elle ne dura qu'une demi-seconde, peut-être moins. Mais dans ce bref instant, j'eus l'impression d'entendre mon grand-père. Un murmure venu d'outre-tombe, noyé dans le bruit blanc. La gorge nouée, incapable de prononcer un mot, je restai figée. Un tremblement incontrôlable s'empara de moi, secouant chaque fibre de mon être. Puis, le silence. La communication fut coupée, me laissant seule avec cette étrange et terrifiante expérience. Le lendemain, je contactai mon opérateur téléphonique dans l'espoir de remonter à la source de cet appel mystérieux. Hélas, leurs systèmes se révélèrent incapables de retracer le numéro. Ils arguèrent d'un manque de données, une excuse qui me parut bien fragile. Les heures qui suivirent, peignées d'une atmosphère pesante et angoissante, furent sans conteste les plus terrifiantes de mon existence. Est-il possible que mon grand-père, disparu depuis longtemps, ait tenté de communiquer avec moi depuis l'au-delà? La question, lancinante, continue de me hanter. L'absurdité de la chose me laisse perplexe. On
pourrait imaginer qu'une telle expérience vous emplirait de joie et d'émotions pures. Pourtant, c'est la terreur qui persiste. Je reste incapable de comprendre, de savoir comment réagir face à cela. Un voile d'incertitude recouvre encore mes sentiments. C'est peut-être absurde, mais c'est pourtant arrivé. Presque chaque nuit, je me demande si c'était vraiment mon grand-père au téléphone. Nous étions particulièrement stupides, mes amis et moi, durant notre adolescence. J'avais 17 ou 18 ans quand cette histoire a débuté. C'était en octobre, et l'esprit d'Halloween me poussait à rechercher une expérience terrifiante. À environ 10 minutes de chez moi, se niche un petit cimetière. Un soir, l'alcool aidant, j'ai lancé à Ryan et Mike, mes 2 compagnons d'infortune, l'idée saugrenue de nous y introduire en douce. Ryan, sobre comme un juge puisqu'il ne buvait jamais, a pris le volant. C'est donc lui qui nous a conduits jusqu'à l'orée de ce lieu paisible, ignorant peut-être l'aventure nocturne qui nous attendait. Mike et moi étions véritablement ceux qui tiraient leur révérence. Ryan, lui, était simplement du voyage. Mais après tout, il n'avait pas bu une seule goutte. Ryan gara la voiture sur un parking désert de l'autre côté de la rue. Une véritable ville fantôme, car l'heure avait sonné. Minuit était passé depuis longtemps. Sous le voile discret du crépuscule, nous avons escaladé la clôture du cimetière, veillant à ce que nos mouvements restent invisibles aux yeux curieux. L'obscurité n'était pas totale, mais elle brouillait les contours, rendant la perception difficile au-delà de 3 mètres. Nos iPhones, transformés en torches de fortune, perçaient l'ombre. L'absence de gardien nocturne nous a encouragés à explorer les lieux, chacun suivant son propre chemin. Ryan, semblait-il, ne quittait pas Mike d'une semelle. Guidé par les faibles lueurs de leurs lampes torches, je pouvais encore les distinguer au loin. M'éloignant du groupe, l'idée me vint de réaliser une vidéo à l'atmosphère lugubre. Caméra en main, je commençai donc à filmer. La lumière allumée, bien sûr. Je capturai une série de vieilles pierres tombales, cherchant à immortaliser l'ambiance étrange et pesante du cimetière nocturne. Ne voyant plus Mike et Ryan, je partis à leur recherche, l'objectif toujours braqué. Je fixai l'écran de mon téléphone, pétrifié. Une femme y apparaissait, vêtue d'une longue robe blanche, ses cheveux longs d'un gris spectral. Son regard était absorbé par le sol. Le temps d'une fraction de seconde, je levai les yeux, espérant la voir en chair et en os, mais elle s'était volatilisée. Un frisson me parcourut l'échine, et instinctivement, je reculai. Sur l'écran de mon téléphone, elle était de nouveau là. Mais cette fois, elle fixait l'objectif, ou plutôt, elle me fixait moi. Levant les yeux, je ne la vis nulle part. Je replongeai mon regard dans l'écran. Et là, je la vis s'approcher. Un cri d'horreur m'échappa. Je hurlai les noms de Mike et Ryan, fuyant à toutes jambes. Leurs lampes restaient introuvables, et mes cris désespérés ne rencontraient aucune réponse. L'intuition me disait qu'ils allaient tenter de m'effrayer. Pris de panique, j'ai détalé vers la clôture du cimetière, décidé à la franchir pour m'échapper. Une fois arrivé à la voiture de Ryan, j'ai envoyé un texto aux 2 autres, les sommant de quitter immédiatement les lieux. Ils m'ont rejoint quelques minutes plus tard. Silencieux, nous étions tous assis dans la voiture et ils ont visionné la vidéo que j'avais prise. L'horreur se lisait sur leurs visages, le même effroi que j'avais ressenti. Le visionnage complet de la vidéo a révélé l'instant précis où la femme,
relevant lentement la tête, croisa mon regard. Presque aussitôt, elle commença à se diriger vers moi. L'enregistrement ne capta son mouvement que pendant 1 ou 2 secondes, avant que mes hurlements ne retentissent et que je ne prenne mes jambes à mon cou. Mais sa façon de se déplacer, il était évident qu'elle ne marchait pas. L'impression qu'elle flottait était saisissante. Cette vidéo est précieusement conservée sur mon vieil iPhone 4S, malheureusement bloqué sur le logo Apple et incapable de démarrer. Je me suis juré de ne jamais réinitialiser ce téléphone, pas avant d'avoir extrait cette vidéo, quoi qu'il en coûte. Mes amis, eux, étaient convaincus. La femme que l'on apercevait sur l'écran était bien réelle, une âme errante présente dans le cimetière cette nuit-là. Mais moi, l'ayant découverte, moi qui ne l'avais vue qu'à travers l'objectif de mon téléphone, disons simplement que j'étais un sceptique invétéré jusqu'à cette nuit, et que désormais, ma vision du monde avait basculé. Je crois désormais au paranormal,